Il y a une infime chance que vous soyez un extraterrestre, et non, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Cette vidéo ne parlera pas d'OVNI, ni d'abduction, ni de la zone 51, et encore moins des frères Bogdanov, mais parlera uniquement de l'origine de la vie. D'où venons-nous? Est-ce que la vie sur Terre proviendrait d'ailleurs? Peut-on dire même qu'elle provient d'ailleurs? D'ailleurs, est-ce que la vie provient vraiment? Il y a une hypothèse très populaire dont vous avez déjà probablement entendu parler chez votre youtubeur astro préféré, l'hypothèse de la panspermie. Cette hypothèse suggère que des microbes existaient déjà sur des cailloux de l'espace, et ces cailloux, en tombant sur Terre, paf, ça fait, non pas des chocs à pic bande de décérébrés, mais bien une forme d'ensemencement qui expliquerait d'où vient la vie terrestre. Autrement dit, la vie aurait été apportée par des cailloux, qui eux-mêmes viendraient d'ailleurs. Bref, à quel point cette hypothèse est défendable, eh ben, c'est le sujet de cette vidéo. Et comme vous allez le voir, c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. D'abord, comme tout bon scientifique, je vais commencer par dégrossir notre sujet d'étude. À la simple lecture de l'article Wikipédia sur la panspermie, on voit déjà plusieurs scénarios d'ensemencement apparaître. Lithopanspermie, panspermie dirigée, radiopanspermie, il y a vraiment à boire et à manger. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça n'est qu'une complexité de façade. Plusieurs de ces sous-hypothèses se ressemblent et relèvent parfois de la pure spéculation. Je vais prendre le temps de développer chacun des scénarios pour en distinguer les éléments scientifiques des éléments plus spéculatifs. Même si vous allez très vite sentir mon opinion sur le sujet, faut que je vous propose un travail honnête sur la question qui, à ma grande surprise, fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Attention, la vidéo est construite de sorte à introduire progressivement de nouvelles notions et gagne donc en complexité au fur et à mesure. Si ça devient incompréhensible, n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière ou carrément reprendre une autre fois. Surtout si vous êtes issu d'école de commerce et que vous ne comprenez rien aux sciences. Bisous Eric, force à toi si tu regardes cette vidéo. Mais trêve de bavardage, on a des extraterrestres à se farcir. Parlons d'abord de la panspermie dirigée. Cette hypothèse suggère que des micro-organismes auraient été délibérément transportés et déposés sur Terre par une civilisation intelligente pour y faire émerger la vie. Alors oui, c'est très séduisant, mais l'hypothèse est bien trop spéculative pour être sérieusement considérée. Principalement parce qu'il faudrait admettre qu'une civilisation intelligente extraterrestre existe, que celle-ci a des ambitions d'ensemencer une planète, et que celle-ci peut le faire au moyen d'une technologie interstellaire adaptée. Or, je rappelle quand même qu'il n'existe toujours pas de preuve qu'une civilisation extraterrestre dite intelligente, je déteste ce terme, existe quelque part dans l'univers. On aura l'occasion d'en parler dans une future vidéo, ne vous inquiétez pas. Quand bien même elle existerait, pourquoi chercherait-elle à ensemencer d'autres planètes? Sans parler du problème technologique que représente le voyage interstellaire nécessaire pour envoyer des capsules remplies de micro-organismes qu'il faut protéger d'un long et périlleux voyage. Oui, parce qu'il faut réaliser que les distances entre les étoiles dans notre galaxie sont vraiment stupidement grandes. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est à environ 4 x 10 puissance 13 km. Genre c'est 4 avec 13 putains de 0 derrière quand même. Le problème des grandes distances est double. Premier problème, à moins d'aller très vite, le voyage sera long. Et plus c'est long, plus la survie des micro-organismes est compromise, car la capsule doit résister à des milliers, voire des millions d'années au rayonnement environnant. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième problème, il faut viser sacrément bien pour atteindre l'étoile qu'on veut. La moindre petite variation de trajectoire au cours du voyage, et à plus les bacillus. Alors ok, là vous allez me dire, oui, mais les extraterrestres, ils ont peut-être une technologie pour aller super vite, ou alors de viser super bien, et puis en plus en même temps, ils envoient des millions de capsules, et du coup, il y a une chance que ça marche quand même. Yes, bah bravo, ouais, c'est carrément ça, en fait, c'est bon, vous m'avez convaincu. Alors, proposer des hypothèses, c'est bien, mais les justifier avec un minimum de preuves, c'est mieux. Même les pires traders ne spéculent pas autant. Vous pouvez toujours empiler des couches de sous-hypothèses si vous n'apportez pas la moindre preuve qu'au moins une civilisation extraterrestre existe et présente les caractéristiques nécessaires pour faire de l'ensemencement. Ce n'est plus Paris que vous mettez en bouteille, mais bien le système solaire. En l'état, la panspermie dirigée est trop coûteuse en hypothèses, et ces hypothèses sont difficilement testables, voire carrément irréfutables. Et en science, on va préférer les hypothèses testables et parcimonieuses. Du coup, passons à la suite. Mais d'abord, il nous faut poser une hypothèse qu'on admettra vraie pour le reste de la vidéo. Sinon, autant l'arrêter ici honnêtement. La vie extraterrestre existe dans notre galaxie et elle est sous forme de micro-organismes. Fini de parler des petits gris, il est temps de passer aux choses sérieuses. Bon, ça y est, on rentre enfin dans les trucs de scientos. Mais vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. La radiopanspermie n'est pas l'hypothèse que des microbes discuteraient d'un bout à l'autre de la galaxie par talkie-walkie. Mais le fait que des microbes peuvent se déplacer dans l'espace,
grâce à ce qu'on appelle la pression de rayonnement. Et oui, parce que même si l'espace est vide, il existe toujours du rayonnement ambiant, et celui qui nous intéresse ici, c'est celui des étoiles. Dans notre cas, il s'agit du rayonnement qui provient de l'étoile du système stellaire d'origine, c'est-à-dire le système stellaire d'où les microbes proviennent. Ce rayonnement possède une certaine énergie et cette énergie peut être suffisante pour déplacer des petites entités comme des micro-organismes ou des poussières et leur permettre d'atteindre un autre système stellaire en un temps de l'ordre du million d'années. C'est en tout cas ce qu'a imaginé le scientifique Svante Arrhenius au début du XXe siècle. Si Arrhenius vous dit quelque chose, c'est soit que vous êtes chimiste, soit que l'effet de serre vous intéresse, ou alors vous êtes peut-être un ancien membre de la Société suédoise d'hygiène raciale. Oui, non, c'est ça, c'est ce que je lis. Arrhenius a littéralement été membre du conseil d'administration d'un institut qui a conduit à la stérilisation forcée de plus de 60 000 handicapés. Excusez-moi, pardon, c'est vrai que la science n'est pas politique. Bref, en parlant de stérilisation justement, c'est aussi ça le principal problème de la radiopanspermie. Oui, car comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, voyager dans l'espace est périlleux. Les microbes n'échapperont pas à une bonne dose de rayonnement bien vénère. Pour mesurer les chances de survie de nos micro-organismes, on regarde à quel point leur ADN se conserve dans le temps. Avant même de considérer l'environnement spatial, on peut déjà regarder ce que ça donne sur Terre, et plus particulièrement en Antarctique. Une étude portant sur des bactéries en dormance dans des glaces en Antarctique montre que l'ADN se dégrade rapidement sur l'échelle du million d'années. Et ça, c'est en l'absence de radiation, alors imaginez dans l'espace. Certains pourraient rétorquer, et à juste titre, qu'il existe aussi des microbes qui vivent dans des environnements extrêmes, les fameux extrémophiles. On présente souvent le tardigrade comme mascotte des extrémophiles, mais il y en a plein d'autres. Et la plupart sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire des organismes composés d'une seule et unique cellule. Certains extrémophiles sont même aptes à vivre dans plusieurs conditions extrêmes en même temps. On les appelle des polyextrémophiles. Pour notre problème de radiopanspermie, prenons donc un extrémophile qui justement résiste bien aux radiations. On n'est même pas sûr qu'il arrive à survivre, parce que la dose à encaisser reste quand même très importante. Je rappelle que le voyage jusqu'à un autre système stellaire serait de l'ordre du million d'années. Ça représente une sacrée dose. Le froid et le vide de l'espace peuvent agir comme des éléments aggravants, car dans ces conditions, les mécanismes de réparation de l'ADN que l'extrémophile pourrait déployer seraient limités. Les supernovas. Ces explosions d'étoiles libèrent une quantité d'énergie faramineuse, largement suffisante pour stériliser la moindre petite poussière qui contiendrait des microbes. Il y en aurait au minimum une par siècle dans notre galaxie, donc la probabilité que nos microbes en subissent une pendant leur long périple n'est pas négligeable. Bref, la radiopanspermie est une hypothèse élégante pour déplacer des microbes dans l'espace, mais n'offre pas, malheureusement, le niveau de protection suffisant. Il reste peut-être une chance avec cette dernière solution. Attention, cette partie sera plus dense en informations et se servira de certains éléments déjà introduits. Pensez à faire pause si ça va trop vite ou même carrément à revoir la partie précédente si nécessaire. La lithopanspermie est une hypothèse qui propose que les microbes soient transportés à l'intérieur de roches suffisamment épaisses pour pouvoir les protéger. La taille de cette épaisseur protectrice dépend principalement de deux facteurs. D'une part, la composition de la roche. Certaines matières absorbent davantage le rayonnement extérieur et protégeraient ainsi mieux nos microbes. D'autre part, la nature même des microbes qu'on choisit et leur capacité, par exemple, à former ce qu'on appelle des biofilms, une fine couche de matière organique qui peut protéger d'une partie du rayonnement. En fait, les estimations de l'épaisseur varient pas mal en fonction des expériences et des hypothèses sur lesquelles on se base. Certains chercheurs prétendent qu'une couche de matière organique inférieure au millimètre suffirait, mais j'ai l'impression que le consensus tend plutôt vers quelques centimètres de roche si on met de côté les mécanismes de protection biologique. Et bref, admettons qu'on se place dans le cas minimal où une très fine couche de matière suffit à protéger notre microbe des radiations. On doit faire face à un autre problème malheureusement, la désintégration à cause de la rentrée atmosphérique. Je m'explique. Une fois le voyage terminé dans l'espace, la poussière qui contient le microbe finit par tomber sur Terre. Sauf qu'il lui reste l'atmosphère à traverser. Elle va alors subir un échauffement à cause de l'air qui lui fait de la résistance. C'est le même phénomène qui est à l'origine des étoiles filantes, ces poussières que vous pouvez voir se désintégrer dans l'atmosphère. Or, des expériences ont montré qu'il faudrait autour de quelques centimètres d'épaisseur de roche pour protéger nos microbes. C'est bon alors, il suffit d'avoir quelques centimètres de matière et là, on est protégé. Il reste un problème de taille. Sans mauvais jeu de mots. Jusqu'à maintenant, on considérait que la pression de rayonnement du système stellaire d'origine avait permis d'accélérer la particule qui contenait notre microbe. Sauf que si ce n'est plus une minuscule particule de quelques micromètres, mais un petit caillou de quelques centimètres, ça change tout.
La pression de rayonnement n'est alors plus du tout suffisante pour pousser rapidement nos cailloux vers d'autres systèmes stellaires. Il faut donc compter sur d'autres mécanismes d'accélération. Par exemple, les éruptions volcaniques peuvent projeter des particules à des vitesses suffisamment grandes pour échapper à l'attraction terrestre. Pareil lors d'impacts de météorites où des particules pourraient être envoyées en l'air. Imaginez maintenant que ces poussières soient habitées, qu'elles se dirigent vers notre système solaire et qu'elles finissent par rencontrer la Terre. Bon alors c'est bon, la Terre peut être ensemencée, la lithopanspermie ça marche là. Mais bah ça, c'est sous réserve que nos microbes arrivent à survivre à toutes les étapes de leur voyage, du décollage de leur planète d'origine jusqu'à leur atterrissage sur une autre planète. Et le cœur du problème est là. En considérant tous les obstacles, quelles sont les chances de survie de nos microbes ? Alors oui, je sais, il y a déjà beaucoup d'infos à digérer. Mais voici une autre façon de concevoir la lithopanspermie qui pourrait vous aider à mieux comprendre pourquoi la faisabilité du phénomène est contestable. Reprenons l'ensemble du scénario depuis le début en le découpant en plusieurs étapes et attribuons à chacune d'elles une probabilité de se réaliser. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. Ok, donc partons du principe qu'on se retrouve sur un monde où la vie existe et qu'un astéroïde vient de le percuter. Première probabilité à introduire, celle que l'astéroïde frappe une zone où la vie microbienne est présente. C'est très probable parce qu'en général, la vie microbienne se trouve partout. En tout cas, c'est vrai pour la Terre. Lors de l'impact, les fragments éjectés ont subi à la fois un choc de température et de pression. Il faut que nos microbes arrivent à survivre à ce premier stress. C'est jouable car on connaît des microbes résistants aux hautes pressions et températures. Parmi les roches éjectées contenant encore des microbes, il ne faut considérer que celles qui arrivent à s'échapper de l'attraction de la planète. C'est bien possible même si ça élimine pas mal de cailloux. Ok, maintenant il y a le transit dans l'espace avec les variations de température et les différentes sources de rayonnement. Quelle fraction de microbes survit à ça? Eh bien ceux qui en plus de résister aux températures résistent très bien aux radiations, faut prendre un polyextrémophile quoi. D'accord, mais à propos des trajectoires, tous les cailloux n'atteignent pas une planète. Oui, mais il y a bien une fraction d'entre eux qui y arrivent. Admettons, et la rentrée atmosphérique avec la montée en température, ça fait un autre filtre. Mais ça, on a dit qu'il fallait juste un caillou de quelques centimètres. Ok, et la survie des microbes lors de l'impact avec ces nouveaux stress thermiques et mécaniques? J'ai dit que c'était des polyextrémophiles. Il te faut quoi de plus en fait? Il faut en plus que les organismes survivent aux conditions de la planète sur laquelle ils viennent d'atterrir. Aucune raison que ça soit les mêmes que la planète d'origine. Ce sont des polyextrémophiles. Mais même les polyextrémophiles ne sont pas indestructibles. Ils sont peut-être adaptés à plusieurs conditions extrêmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils survivent à toutes les conditions. Bref, le sujet de la panspermie est complexe à étudier tant il y a d'éléments à considérer. Et ça se voit justement à travers cette foutue équation. Alors oui, vous pouvez être extrêmement optimiste et vous placer dans les meilleures conditions pour maximiser les chances que le phénomène se produise. Mais d'une part, les preuves expérimentales et observationnelles manquent cruellement pour défendre cette position. Et d'autre part, il existe une hypothèse carrément plus simple à défendre. La vie sur Terre ne provient pas d'ailleurs, la vie a juste émergé sur Terre à partir de la matière inerte à un moment de l'histoire de la Terre où les conditions étaient favorables. Ça s'appelle l'abiogénèse. C'est pas sexy comme la panspermie, mais c'est le consensus scientifique. Et là, vous allez me dire, oui, mais la biogénèse, on n'a pas de preuves non plus. Alors, pas de preuves directes, certes, mais un élément très convaincant. Le fait que la matière inerte simple peut se complexifier pour donner des molécules organiques qu'on retrouve dans le monde vivant. C'est ce qu'ont montré les expériences de Stanley Miller et Harold Urey dans les années 50. Sans trop détailler, il s'agissait d'étudier comment, au sein d'une expérience de chimie simulant les conditions de la Terre primitive, un mélange simple de molécules pouvait évoluer. En gros, vous mélangez des petites molécules comme de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, et vous regardez comment tout ça évolue quand vous chauffez un petit peu avec des éclairs de temps en temps, quoi. Et paf, ça fait non pas des chocs à pic, bande de décérébrés, mais tout un tas de molécules organiques complexes dont certaines se retrouvent dans le monde vivant. Alors non, l'expérience n'a pas créé la vie, mais a montré que, dans des conditions environnementales proches de celles de la Terre, un système chimique simple pouvait facilement évoluer vers la complexité organique. Même si ces expériences menées il y a 70 ans sont critiquables sur plusieurs aspects, elles ont ouvert la voie à de nouvelles manières de concevoir l'origine chimique de la vie sur Terre, avec des hypothèses comme le monde ARN ou le metabolism first. Et je n'en parle pas davantage, on verra ça peut-être dans une future vidéo. Bref, nous avons aujourd'hui plutôt de bonnes raisons expérimentales de penser que la vie est apparue sur Terre et ne provient pas d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que les cailloux de l'espace n'ont pas joué leur rôle. On sait que la jeune Terre a été bombardée par des astéroïdes et des comètes.
Ces cailloux ont donc délivré leur contenu en matière qui elle-même a pu jouer un rôle dans l'émergence de la vie. C'est ce que certains appellent la pseudo-panspermie ou panspermie douce. J'insiste, mais il ne s'agit pas d'apport d'organismes vivants, mais bien de matière inerte qui peut être organique ou minérale. Maintenant, dans quelle mesure cet apport a aidé la vie à apparaître et à se développer, ça reste à débattre. En tout cas, s'il y a une hypothèse à privilégier pour l'origine de la vie, c'est bien l'abiogenèse qui reste bien plus testable et parcimonieuse que la panspermie. Bon, je vous ai rien dit depuis le début, mais en fait, il y a une énorme douille dans ce débat sur la panspermie. Ce n'est pas une hypothèse sur l'origine de la vie. Ok, elle suggère que la vie terrestre viendrait d'ailleurs, mais ne donne aucune explication sur comment cette vie apparaît sur la planète d'origine. Du coup, elle ne rentre pas en contradiction avec l'abiogenèse. Ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives au sein de notre univers. Autrement dit, on peut très bien imaginer que certaines planètes connaissent d'abord l'abiogenèse, puis, à l'aide des mécanismes de la panspermie, la vie est transférée à d'autres planètes. Présenté de la sorte, on se rend compte que la panspermie a besoin de l'abiogenèse pour fonctionner, mais l'inverse n'est pas vrai. Pour avoir de l'ensemencement, il faut bien que la vie apparaisse d'abord quelque part, alors que l'abiogenèse peut très bien être le seul mécanisme de l'origine de la vie dans l'univers. Bref, pour moi, la question d'intérêt n'est pas vraiment de savoir si la vie terrestre provient d'ailleurs, mais plutôt, est-ce que la panspermie est un phénomène réellement envisageable? Et si oui, parmi toutes les planètes habitées qui existent, lesquelles sont justement devenues habitées grâce à ce phénomène? J'espère vous l'avoir fait comprendre à travers la vidéo, mais j'insiste, même la lithopanspermie, qui semble être le mécanisme le plus scientifiquement viable, implique de nombreuses contraintes qui menacent sérieusement sa faisabilité. Et ça n'empêchera jamais certains chercheurs d'y accorder du crédit. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir autant de publications récentes traiter positivement du sujet, alors que je le pensais rangé depuis longtemps dans les hypothèses foireuses. Et ça m'a fait réaliser quelque chose de très important, la recherche a besoin de ses croyants. Même si ces travaux pro-panspermie ont généralement des angles morts et des interprétations douteuses, c'est important qu'ils existent. Non pas pour convaincre, mais pour montrer que certaines pistes, à défaut d'être suffisantes, ont au moins été creusées. Finalement, n'est-ce pas ce qu'on peut souhaiter de mieux pour le fonctionnement de la science que d'avoir aussi des défenseurs des hypothèses les plus exotiques? Le problème, c'est que les pro-panspermie manquent encore de preuves pour convaincre de la viabilité de leur hypothèse. Et je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront un jour tant l'hypothèse est difficilement testable et que les objections restent solides. Pour résumer, on peut citer Carl Sagan et son fameux principe « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires ». Bref, il est grand temps de conclure. Alors, c'est vrai qu'on a quand même abordé beaucoup d'éléments concernant la panspermie. Et encore, j'ai passé sous silence certains aspects. Mais voilà une petite synthèse des principaux messages. La panspermie peut être décrite à travers différents scénarios. D'abord, la panspermie dirigée invoque l'existence d'une civilisation extraterrestre qui aurait délibérément ciblé des planètes pour les ensemencer avec des capsules remplies de microbes. C'est cool, ça permet de tout expliquer, c'est irréfutable, mais c'est très précisément parce que c'est irréfutable que c'est problématique. Ensuite, la radiopanspermie suggère que des microbes pourraient traverser l'espace grâce à la pression de rayonnement, une poussée qui vient de l'étoile du système stellaire d'origine. Ça donne un moyen de transport, mais les doses de radiation sont telles que les microbes ne survivraient pas au voyage. Enfin, la lithopanspermie propose que les microbes seraient contenus à l'intérieur de cailloux de quelques centimètres d'épaisseur. Ça protégerait des rayonnements et de la rentrée atmosphérique, mais le transport n'est plus assuré par la pression de rayonnement mais par d'autres mécanismes comme un impact de météorite. Même si cette dernière hypothèse semble la plus convaincante, il faut réaliser que les microbes doivent quand même endurer un long périple où chaque étape menace leur survie. Toutes ces difficultés peuvent être grossièrement modélisées sous la forme d'une équation de probabilité qui questionne sérieusement la faisabilité de la panspermie. Pour expliquer plus simplement l'origine de la vie terrestre, on va donc préférer l'hypothèse que la vie est apparue sur Terre à partir de la matière inerte. C'est ce qu'on appelle l'abiogenèse. On sait aussi que les cailloux de l'espace sont tombés sur la Terre primitive et y ont déposé leur contenu en matière inerte. Et cette matière aurait peut-être aidé la vie à émerger. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, la science c'est chiant, c'est pour ça que c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette toute première vidéo de la chaîne, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire. Je vous encourage bien sûr à mettre un like et à partager la vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Retrouvez-moi sur ma chaîne Twitch Tout ce qu'on prend pour approfondir le sujet et découvrir mes autres contenus de vulgarisation que je produis plusieurs fois par semaine. Bon
Bon, tous ces contenus-là, ça représente énormément de travail, vous vous en doutez, hein, c'est facilement, juste pour cette vidéo-là, plusieurs dizaines d'heures de travail entre la recherche biblio, l'écriture, le tournage et bien sûr le montage. C'est pourquoi je vous encourage très chaleureusement à m'aider financièrement pour que je puisse gagner en indépendance et vous produire non seulement plus de contenu, mais aussi de meilleure qualité. Le lien vers ma page de don est en description et en commentaire épinglé. Pas de souci si vous n'avez pas les moyens financiers, c'est normal, je comprends tout à fait. Vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne en likant, partageant, en laissant des commentaires, c'est déjà très bien et merci beaucoup pour ça. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Bonne journée!